Mercredi 11 octobre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, à l'instar de tous les pays du monde entier, le Niger célèbre aujourd'hui, le 11 octobre, la journée internationale de la jeune fille. Quelle est la situation de la jeune fille au Niger? Élément de réponse dans ce reportage signé Asma Oussedou et Soumaila Abdoulaye. Célébrer chaque 11 octobre la journée internationale de la jeune fille est une occasion pour faire le point de la situation de cette frange de la population. Au Niger, cette situation n'est guère reluisante. Si à l'échelle internationale, il a été retenu une date, c'est parce que le monde entier veut attirer l'attention sur une situation. La situation particulièrement des filles. Pourquoi les filles? C'est parce que un peu partout, et comme au Niger, les filles ne jouissent pas des mêmes droits en tant que personnes humaines que le garçon ou pour l'homme. Et nous sommes dans un contexte où l'idéal ou la vision, c'est le développement. Et le développement, ce sont des ressources humaines qualifiées qui le font. Pour le cas du Niger, il n'est un secret pour personne que par rapport à ces compétences, ou j'allais dire ces ressources, cette capacité de contribuer efficacement au développement du pays, vous allez constater qu'il y a beaucoup moins de filles. Pourtant, les filles et les femmes constituent la moitié de la population au Niger. Quand vous prenez les chances d'accéder à l'école, les filles ont moins de chances que les garçons. Les chances de rester à l'école, si je prends la question d'une autre manière, il y a beaucoup plus de filles qui abandonnent l'école que les garçons. Pourquoi? C'est parce qu'elles font face à beaucoup plus de problèmes liés à nos pratiques traditionnelles, liées à des situations économiques, liées à certaines pesanteurs culturelles. Il y a cette question de discrimination. La directrice de la scolarisation de la jeune fille propose des solutions afin de mettre fin à la discrimination que subissent les femmes en général, particulièrement les jeunes filles. La clé de développement, c'est l'éducation. Aujourd'hui, si nous voulons rendre justice aux filles et que cela soit de façon pérenne, créer les conditions que toutes les filles soient à l'école, créer les conditions pour que tous les problèmes qui empêchent aux filles de rester à l'école soient résolus. Travaillons aussi nos mentalités pour accepter que la fille, elle peut contribuer, elle peut occuper tous les postes de responsabilité, elle peut contribuer aussi au développement du pays. Cependant, cette journée doit être appuyée pour que les femmes puissent bénéficier des mêmes chances que les hommes. Et justement, par rapport à cette journée, le ministère de l'Éducation a initié ce matin une journée parlementaire sur le projet de loi portant protection de la jeune fille en cours de scolarisation. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Liman Mohamed, qui a présidé la dite cérémonie. Le compte-rendu, c'est avec Ismaël Moumouni et Soumaila Abdoulaye. Édifier davantage les parlementaires sur les enjeux liés à la protection de la jeune fille en cours de scolarité afin que les députés puissent donner leurs avis sur le projet de loi en cours sur cette question, but de cette journée d'information. Le ministre de l'Éducation nationale dresse ici le point sur la parité filles-garçons. Au niveau du cycle primaire, en 2016, le taux de brut de scolarisation des garçons est de 82,1% contre 70,2% pour les filles, soit un écart de 11,9% de points. L'indice de parité garçon-fille est encore planté à 0,86%, à 0,86%, et le taux d'achèvement des filles est de 69,5% dans l'enseignement des cycles primaires. D'ailleurs, les écarts se creusent au fur et à mesure qu'on progresse au cycle moyen et supérieur. À l'épreuve des faits, il est clairement ressorti que l'un des freins les plus puissants qui entrave notre avancée dans ce domaine est l'insuffisance de l'environnement juridique et institutionnel de l'éducation et de la formation des filles. C'est pourquoi le gouvernement s'est résolument engagé
à créer un environnement protecteur à la jeune fille en cours de scolarisation. En attendant la finalisation de ce projet de loi sur la scolarisation de la jeune fille en cours de scolarité, l'objectif principal de la rencontre d'aujourd'hui est non seulement d'informer la représentation nationale sur les enjeux d'une telle loi, mais aussi et surtout de recueillir les conseils et les suggestions des honorables députés sur la question. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale salue cette initiative qui vise à combler un vide juridique en matière de protection de la jeune fille. Il s'agit là d'un texte de loi qui vise à combler un vide juridique dans un domaine jusque-là régi par des actes réglementaires, à savoir décisions, arrêtés et circulaires dont la portée n'a pas toujours permis d'assurer la protection à travers des sanctions appropriées infligées aux auteurs, co-auteurs et complices d'abus et de violences commis sur les jeunes filles. Aussi, voudrais-je apprécier hautement cette initiative du gouvernement d'initier un tel projet de loi consensuel qui permettra à la jeune fille de jouir de ce droit fondamental qu'est l'éducation, et c'est là pour le plein épanouissement de sa personne physique, morale et spirituelle. Les différents contours de ce projet vous seront présentés à travers les communications des éminents invités pour la circonstance. Je fonde l'espoir que les honorables députés seront suffisamment édifiés sur la nécessité de doter notre pays d'un projet de loi de protection de la jeune fille en cours de scolarité. Qu'il me soit permis de souligner que le choix de la date de cette rencontre n'est pas un fait de hasard. C'est aussi pour moi la plus belle manière de célébrer la journée internationale de la jeune fille. Les députés auront droit à plusieurs thématiques dont, entre autres, le genre en islam, l'éducation de la jeune fille, les droits consacrés par la Constitution et bien d'autres thématiques afin qu'ils puissent mieux cerner tous les contours liés à ce projet de loi. Ce projet de loi portant sur la protection de la jeune fille en cours de scolarité a créé la polémique. Certains députés, parmi lesquels Nassirou Halidou, doutent de la pertinence de ce projet. Le reportage de Ismaël Moumouni. Le tel d'un projet de loi de protection de la jeune fille en cours de scolarité, c'est la volonté manifeste des autorités en charge de cette question. Néanmoins, les députés doutent de la pertinence de ce genre de loi qu'ils ont eu déjà à rejeter à 2 reprises. Ce projet de loi a déjà été rejeté à 2 reprises. Je dis bien à 2 reprises par cette même Assemblée nationale. Maintenant, ils veulent nous corrompre pour amener des marabouts, leurs marabouts, pour nous convaincre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a dit. Ils veulent nous corrompre pour amener des experts, je ne sais pas en quoi, pour nous sensibiliser afin qu'on le vote. De toute façon, comme je le disais tantôt, nous allons voir le contenu de ce projet de loi de la jeune fille. Tout ce qui touche l'intérêt national doit nous interpeller, nous tous. Moi, je m'interroge si réellement nous avons des leçons de l'éducation à recevoir de l'extérieur. Est-ce que l'islam a des leçons d'éducation à recevoir de l'extérieur? Pendant que les autres sont en train de nous imiter parce que nous sommes des musulmans, nous sommes bien éduqués, j'ai compris qu'on veut encore corrompre notre éducation pour nous imposer une autre qu'on ne connaît pas. En islam, nous sommes tous égaux, en dehors de l'héritage. Et là même, les filles sont beaucoup plus avantagées par rapport aux jeunes garçons. C'est vrai, ils ont un pourcentage moindre que ce que reçoit le jeune garçon, mais en réalité, le jeune garçon, quel que soit son âge, c'est lui qui s'occupe de la jeune fille, du peu qu'il a reçu de son héritage, jusqu'à ce que cette fille se marie. Mais cette fois, un doute plane autour de l'adoption de ce projet de loi qui, pour certains députés, constitue une entrave. Ici, à l'Assemblée nationale, Dieu merci, nous sommes à 99% musulmans députés à l'Assemblée nationale. Et aucun député n'ose faire entorse
à ce que le prophète sallallahu a dit. S'ils veulent que la jeune fille aille à l'école, ils n'ont qu'à diminuer la corvée de la jeune fille, faire des moulins à concassage. En ce moment, ils réduisent le temps de plaie. Ils n'ont qu'à creuser des puits, faire des forages pour diminuer le temps de la corvée de l'eau. Autrement, la jeune fille de notre société va aider sa mère dans les travaux ménagers, comme le jeune garçon aidera son père dans les travaux champêtres. Mais c'est ça. Mais c'est très simple à comprendre. On n'a pas besoin d'importer une éducation occidentale. Ceux-là même qui sont en train de perdre, ils ont tout perdu. Maintenant, ils veulent nous imposer ce qu'ils ont perdu. Subhanallah, ça ne passera pas. Les parlementaires doivent étudier avec minutie ce projet de loi portant protection de la jeune fille en cours de scolarité avant tout rejet ou adoption. Changeons à présent de registre avec cette vague de licenciement des travailleurs des mines qui est annoncée par la société des mines de l'Aïr Somaïra. Une décision d'Areva pour l'équilibre financier. La nouvelle, elle, est mal tombée dans le milieu des travailleurs. Le syndicat national des agents des mines Sinamine, section d'Arlita, va se réunir pour statuer sur la question. Reportage Abdrazak Hamidou Léo. Ils sont près de 700 agents qui seront concernés par cette nouvelle mesure, dont 200 travailleurs de la Somaïr et 500 sous-traitants. Raison évoquée pour licencier ces agents de mine, équilibrage financier de la société française Areva. Une nouvelle tombée comme un poil dans la soupe. En début du mois d'octobre, donc il nous a annoncé qu'il y a eu un conseil d'administration extraordinaire. Lors du conseil, donc les difficultés des entreprises ont été évoquées et il était prévu de diminuer la production au niveau de Cominac qui était de 1400 tonnes d'huile à 1100 tonnes d'huile. Donc il y a une diminution de 300 tonnes d'huile. Il nous a dit qu'il y aura des conséquences sévères, mais sans pour autant nous notifier quelles sont ces conséquences-là. En gros, c'est au niveau de Somaïr qu'ils ont dit qu'il y aura un plan social dont près de 200 agents Somaïr et 500 sous-traitants vont être remerciés. On se dit que c'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais il faudrait bien qu'on se prenne à temps. On se prenne à temps, c'est regarder les contours, les raisons pour lesquelles ils veulent diminuer le personnel. Est-ce que c'est le fait que le tonnage a été diminué ou quelque part ailleurs il y a d'autres intentions? Le syndicat national des agents de mine, Sinamine, section Arlit, est à pied d'œuvre pour faire face à cette nouvelle situation. En 2013, il nous disait que le marché avait monté dans les années 2018. Aujourd'hui, à la veille de l'année 2018, il nous annonce le contraire. Donc à tout cela, nous allons regarder, nous allons analyser la situation, voir en tout cas si on peut impacter le nombre, sinon ceux qui vont quitter également, dans quelles conditions ils vont partir, et ceux qui vont rester, dans quelles conditions ils vont rester. Nous sommes en train de réfléchir. Nous avons tenu une première réunion. Il y aura une deuxième réunion demain, plaise à Dieu. Et lors de cette réunion, nous allons dégager un comité de réflexion pour regarder un peu le cas. Ce plan social a été maintes fois contesté par les syndicats du secteur minier. Plan qui sera mis en exécution pour, dit-on, sauver cette société qui compte plus de 900 agents. Le Niger, avec ses deux compagnies minières, Cominac et Somaïr, en production pendant plus de 50 ans, est le 4e pays producteur de l'uranium dans le monde. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier de sensibilisation des contribuables sur la TVA, le NIF et la taxe immobilière à l'intention des trois groupes cibles. Ces groupes constitués d'industriels, commerçants, des professions libérales et des prestataires de services vont 3 jours durant se pencher sur les voies et moyens permettant d'améliorer les dispositifs fiscaux au Niger. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Adam Soumana et Nasser Seydou.
différents ordres. Les personnes physiques et morales formant les contribuables sont appelées par la présente rencontre à échanger avec des cadres de la Direction générale des impôts sur les obligations déclaratives afin d'œuvrer pour le développement du civisme fiscal. Un atelier de sensibilisation organisé en collaboration avec le projet d'appui à la mobilisation des ressources et à l'amélioration de la gouvernance économique et financière dont le représentant a bien voulu faire sa présentation tout en soulignant ses objectifs. Le PAMOJEF a pour objectif le renforcement des capacités de mobilisation des ressources internes et l'amélioration de l'efficacité et de la transparence de la gestion des finances publiques afin de contribuer à la création des conditions favorables à une croissance durable et à la réduction de la pauvreté. Cette série d'ateliers entre dans le cadre de l'assistance fournie aux structures de collecte des recettes fiscales. Le PAMOJEF se félicite de la tenue de ces ateliers qui vont contribuer à l'efficacité de la mobilisation des ressources internes. Le premier responsable de la Direction générale des impôts, en procédant à l'ouverture de cet atelier, a souligné qu'il vient à point nommé avant de s'appesantir sur sa pertinence en marge de la rencontre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion du civisme fiscal. C'est un thème qui est cher aux autorités de la 7e République. La Direction générale des impôts met en œuvre un certain nombre de mesures dans le cadre de cette stratégie. Nous faisons la promotion de ce que nous appelons le dialogue fiscal. Donc le dialogue fiscal, c'est, si vous voulez, un continuum sur lequel repose la stratégie de dialogue de la DGI avec les contribuables. Ce continuum repose sur deux axes principaux. D'abord, on a initié des visites à l'intérieur des entreprises pour que, in situ, nos agents discutent avec les entreprises pour parler des difficultés qu'elles rencontrent dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il repose également sur l'organisation de ce genre de rencontres où, en tout cas, nous espérons que le caractère interactif des débats va garantir, en tout cas, l'enrichissement des uns et des autres sur les obligations déclaratives, n'est-ce pas? Faire de la prévention fiscale pour que, en tout cas, on puisse tous ensemble œuvrer pour la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures qui vont garantir, si vous voulez, ce qu'on appelle la fonction allocative de l'impôt. Il faut que l'impôt soit payé par tout le monde et qu'il soit payé également à l'aune des capacités contributives de chacun. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, qui concerne 3 groupes cibles, s'étalera sur 3 jours et permettra sans nul doute aux contribuables de prendre conscience de la pertinence de payer les impôts afin de contribuer au développement du pays. À l'occasion de la célébration de la 15e journée mondiale contre la peine de mort, célébrée hier 10 août 2017, célébré 10 octobre 2017, il a été organisé une table ronde au CCFN autour du thème peine de mort et pauvreté. Le compte rendu de la rédaction Labari. C'est 10 octobre 2017, journée dédiée à la lutte contre la peine de mort. Ils sont plusieurs panélistes, hommes de loi, défenseurs des droits de l'homme, acteurs de la société civile et leaders religieux à s'apaisanter sur la question. La religion musulmane n'est pas une religion du crime, n'est pas une religion comme les autres le pensent. C'est une religion de clémence et la religion musulmane appelle à la tolérance. Elle appelle à la tolérance. Lorsque le Coran a dit de tuer, ce n'a pas dit, même la bête que le regorge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous égorgez avec un couteau tranchant, parce que cette bête, si tu vous égorgez avec un couteau non tranchant, elle risque d'être d'avoir mal avant de rendre là. Donc, et pour l'être humain, Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas tué, il nous a offert grandiosement la voie de Racha, qui est la voie de la Dia. Donc c'est pour dire que nous tenons dans un cadre légal islamique qu'on fait vraiment la dia que de tuer les personnes, surtout les personnes malades mentales et les personnes qui n'ont pas l'âge, qui n'ont pas l'âge de la maturité, qui sont encore majeures. Si cela vous l'interdit. Aujourd'hui, il faut de l'ordre dans notre société et Dieu veut que les autorités prennent la responsabilité d'établir l'ordre et la sécurité. Mais le plus important, devant la justice, il y a la grâce. La parole de Dieu dit, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais juge de patience pour que le méchant se répande et qu'il vive. Donc, au niveau de l'Église chrétienne, nous sommes pour la vie. Et il faut mettre tout en œuvre
pour que l'homme vive. Même interprétation, même vision sur la nécessité d'abolir la peine de mort au Niger, pense homme de loi et défenseur des droits de l'homme. La question de l'inconstitutionnalité, cette contradiction qu'il y a entre, d'une part, les dispositions de la Constitution du 25 novembre 2010, qui elle-même, cette Constitution se réfère à beaucoup de traités, accords internationaux que le Niger a signés, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc. et la Charte africaine. Mais alors, de l'autre côté, tous ces instruments consacrent le droit. Et le code pénal, comment on appelle ça, quand on regarde plusieurs dizaines d'articles, évoque la peine de mort. Je pense qu'on a la responsabilité en tant qu'avocat. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit aussi œuvrer. Il ne faut pas que ce genre de panel soit périodé juste à l'occasion de l'anniversaire. Il faudrait créer des cadres formels. J'ai aimé, récemment, on a eu des échanges à la Commission nationale des droits humains. M. Ali China ne savait même pas que moi, également, j'avais la même conviction que lui. Il nous a proposé en tant qu'avocat, il dit s'il vous plaît, poser le débat de constitutionnalité par rapport à ces dispositions. Et je pense que les parlementaires, il faudrait assumer votre responsabilité. Ainsi, au cours de cette table ronde, ont été faites des propositions pertinentes allant dans le sens d'abolition de la peine de mort au Niger. Mesdames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.